Bonjour et bienvenue dans cette émission du 9 mai 2023 où nous allons oser aborder une question fondamentale, la comparaison entre le covidisme et les 3 années écoulées et le nazisme est-elle outrancière ? Et je partirai de l'incident de la suspension du professeur de philosophie René Chiche, que j'ai évoqué dans l'émission d'hier par le ministère de l'Éducation nationale, et en me référant au travail d'un avocat canadien qui vient de publier un texte à ce sujet. En soulignant, beaucoup de gens s'offusquent de voir leur conduite pendant le Covid comparée à celle d'Allemands ayant soutenu la montée du nazisme. Et c'est bien ce qui est reproché à René Chiche. Dans un tweet du 27 décembre 2021, alors que l'Assemblée nationale votait le pass sanitaire, le professeur de philosophie s'est exprimé ainsi « Je vais sans doute susciter les cris d'orfraie du banc et de l'arrière-banc des covidios et autres faibles d'esprit, mais peu me chaud, les députés qui voteront le pass vaccinal sont à mes yeux les dignes héritiers de ceux qui votèrent le statut des Juifs d'un signe lâche. » Alors on voit effectivement que René Chiche n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais il importe de se poser réellement la question. Le ministre de l'Éducation nationale l'a suspendu au motif de ses propos, et il y a eu des commentaires disant « mais il se permet de comparer la gestion du Covid à la Shoah », ce qui évidemment n'est pas ce qu'il dit, mais qu'il y avait quelque chose de profondément comparable dans l'adoption du statut des Juifs. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il y aurait la Shoah et la solution finale, et beaucoup de Juifs eux-mêmes, rappelons-nous-en, avaient appelé de leur vœu le fait que la communauté accepte ces règles dans l'espoir de ne pas connaître pire. Et donc, la question est celle-ci. Est-ce que la discrimination, la stigmatisation, l'ostracisation et l'apartheid sanitaire peuvent être comparées à l'adoption du statut des Juifs ? Alors au préalable, je rappellerai qu'il n'y a jamais eu dans aucun plan pandémie sérieux l'idée d'imposer des contraintes de l'ordre de celles que nous avons vécues. Le CDC américain, le Centers for Disease Control, donc la santé publique si vous voulez, dans ses plans pandémie, prévoyez ceci, nous pourrions recommander la mise en quarantaine volontaire à domicile des membres exposés de la famille dans les zones où la nouvelle épidémie circule. Donc l'idée qui est des confinements, des fermetures, des couvre-feux, des passes, des masques n'avait jamais été prévue dans aucun plan pandémie, et pour une bonne et simple raison, c'est qu'on savait que ça ne marchait pas, que ça n'était d'aucune utilité et que ça violait gravement les libertés fondamentales. Un autre préalable qu'il faut relever, c'est le fait que, en fait, tout ce qui nous a été imposé est profondément illégal. Alors on me dirait, mais attendez, si l'Assemblée nationale a voté, si des décrets ont été passés, si la Cour constitutionnelle a validé, comment osez-vous dire que c'était illégal ? Eh bien ça l'était, pour une bonne et simple raison qui est que nous avons un ordre constitutionnel, un bloc constitutionnel, dont le sommet, c'est-à-dire la partie la plus importante, inviolable, est constitué des droits constitutionnels et fondamentaux. Et les lois, les décrets, les principes généraux ne peuvent pas violer la Constitution. Or, c'est ce qu'il s'est passé systématiquement depuis 3 ans. Donc bien sûr, il y a eu des lois qui ont été votées, des décrets qui ont été adoptés, mais qui tous violaient, en tout cas un grand nombre, le bloc constitutionnel. Et donc s'il y avait encore un état de droit et un ordre juridique, ces lois auraient dû être refusées. Tout simplement parce que votre liberté de mouvement, votre liberté de respirer librement, votre liberté de choisir si vous recevez un traitement ou pas, sont inviolables dans l'ordre juridique, mais ça a été évidemment abondamment violé, comme nous l'avons vu, avec le retour de mesures que nous n'avions pas connues depuis le nazisme. Alors, voilà l'argument de l'avocat que j'ai traduit en français et que je partage avec vous. Il soulignait un 5e de la population était légalement considéré comme impur. Impur, c'est-à-dire que vous risquez de mettre en danger les autres parce que vous êtes contagieux, vous êtes contaminateur. Et c'est évidemment une grande structure anthropologique de l'imaginaire qu'on retrouve dans beaucoup de religions, dans beaucoup de sectes, mais aussi dans des dérives comme celle du nazisme, où les juifs, les tziganes, les personnes d'origine africaine étaient considérés comme impurs, c'est-à-dire à risque de provoquer la dégénérescence de la race. Donc on est dans les mêmes structures anthropologiques de l'imaginaire. Et, souligne l'avocat, l'accès à la plupart des lieux publics leur était interdit, aux impurs donc.
aux non-détenteurs du pass vaccinal, y compris au théâtre, restaurants, cinéma, bars, clubs de sport, piscines, événements sportifs, concerts, congrès, etc. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais les gens qui ne souhaitaient pas se faire injecter avaient la possibilité de faire des tests PCR. Avec 2 réserves. La première, c'est que l'usage des tests PCR a été scandaleusement dévoyé, c'est-à-dire qu'ils ont été utilisés à des taux de cycle d'amplification qui maximisaient la production de faux positifs. Je rappelle à cet égard la métaphore amusante de Pierre Chaillot, statisticien, qui disait avec des tests de grossesse d'une sensibilité comparable, on aurait généré une épidémie de grossesse asymptomatique chez les enfants prépubères dans les écoles. Donc, vous voyez, c'était vraiment... et cela servait à justifier l'idée qu'il y avait une épidémie. Il n'y avait pas de malades, mais il y avait des fameux cas qui se voyaient infliger toutes sortes de limitations à leurs droits constitutionnels. Et donc, évidemment que c'était un système qui était totalement malhonnête en lui-même. Et puis, alors même que tout le monde nous avait assuré que les tests PCR ne mettaient absolument pas en danger notre intégrité corporelle, il est apparu en cours de route que bien sûr ça n'était pas sans risque, le fait d'enfoncer un coton-tige sur la plaque cribiforme, cette petite membrane qui sépare le cerveau des fosses nasales, était très dangereux, et c'est d'autant plus scandaleux qu'il faut savoir que les tests salivaires étaient d'une qualité et d'une précision équivalente. Donc on aurait très bien pu s'abstenir complètement de tests PCR. Donc dire oui, mais ma foi, il pouvait faire autrement, vous voyez, c'est déjà fallacieux en soi. Et donc, rappelons que pour accéder aux lieux publics, les personnes devaient porter sur elles une marque numérique afin que les autorités puissent confirmer qu'elles n'étaient pas impures. Les personnes impures étaient licenciées, exclues de la plupart des emplois, éducation, soins de santé, tribunaux, tous les emplois du secteur public à l'exception de la police, la plupart des emplois syndicaux importants et un grand nombre d'emplois dans le secteur privé. Lorsqu'ils étaient licenciés, les impurs se voyaient refuser le chômage comme les soignants suspendus, le raisonnement étant qu'ils avaient été licenciés pour un motif valable en raison de leur impureté. Ça a été moins vrai en Europe, mais au Canada, les citoyens qui n'avaient pas le passeport ne pouvaient pas quitter le pays. Ils ne pouvaient pas franchir la frontière. Donc, ils se sont vus interdire de voyager en train, en avion et en bateau. Ils n'ont eu aucun moyen légal de quitter le pays, même s'ils le voulaient. Ils ne pouvaient pas fuir le pays qui les haïssait manifestement. Il est devenu illégal de fréquenter des personnes impures. Ils n'avaient pas le droit d'assister à des mariages ou à des enterrements, de dire adieu à leurs proches décédés, ni de rendre visite à des parents ou des amis malades à l'hôpital. On les faisait passer pour des dangers, alors même que l'injection génique expérimentale n'a jamais protégé de la contamination. Une absurdité révoltante. Des lois spéciales ont été élaborées pour les impurs, les soumettant à une assignation à résidence s'ils se trouvaient à proximité d'une personne ayant récemment subi un test PCR positif, faux dans 90% des cas lorsque la personne était déclarée positive. Les personnes impures devaient continuer à se couvrir le visage en public lorsque le port du masque universel avait été abandonné. Il est devenu socialement acceptable, nous nous en souvenons, de souhaiter la mort aux personnes impures dans les médias sociaux ou dans les grands organes de presse. Des experts en santé publique et des politiciens ont donné des conférences de presse pour faire honte et insulter les personnes impures. En France, Emmanuel Macron les a traités de citoyens irresponsables qui dès lors n'étaient plus des citoyens. Ce qui évidemment est une parole scandaleuse, qui aurait dû conduire la classe politique unanime à voter sur le champ sa destitution. Le public en conséquence a développé des noms péjoratifs communs pour les désigner, anti-vasque, anti-masque, covidosceptique, et s'est délecté à insulter les personnes impures. Les médias publiaient régulièrement des sondages demandant si les personnes impures devaient être arrêtées ou condamnées à une amende. Des personnalités publiques ont ouvertement et fièrement parlé de refuser aux impurs les soins médicaux nécessaires, de les laisser mourir. Les personnes impures ont été retirées des listes de transplantation d'organes condamnées à une mort quasi certaine, y compris aux États-Unis des bébés qui, n'ayant pas été vaccinés, ayant besoin d'une transplantation, se sont vus refuser la transplantation en question. Aucune date
de fin de ces mesures n'a jamais été suggéré, aucun calendrier n'a été donné, au contraire, ces mesures ont été qualifiées de nouvelles normalités. Et bien sûr, je l'ai évoqué hier dans mon émission sur le complotisme avec toutes les paires de guillemets qui s'imposent, le fait de critiquer l'une ou l'autre de ces évolutions faisait de vous un paria social et vous faisait probablement perdre la plupart de vos amitiés et de vos relations familiales, voire votre emploi. Alors Don Wilson conclut de cette manière : la leçon de l'Holocauste et du Covid n'est pas que les Allemands, les Albertains, il habite en Alberta, une province du Canada, où les gens du XXIe siècle sont exceptionnellement crédules ou mauvais. C'est que pour la plupart des gens, la moralité n'est pas une question de principe ou de valeur, mais plutôt d'adoption de ce qu'ils perçoivent comme étant l'idéologie dominante du groupe, même si cette idéologie est marquée par l'irrationalité gratuite ou l'inhumanité brutale. En effet, comme dans certaines sectes ou gangs, la brutalité ou l'irrationalité des actes ou des croyances nécessaires pour signaler l'inclusion dans le groupe enracine les gens dans l'idéologie plutôt que de les repousser, une sorte de sophisme pervers des coups irrécupérables. Donc oui, si vous êtes une personne physique, de l'Alberta, du Canada, de France, de Suisse ou d'ailleurs, il est très probable que vous auriez été un nazi si vous étiez né dans l'Allemagne nazie. Si vous avez encouragé les fermetures, conclut-il, les passes, les obligations d'injection génique expérimentale, cette probabilité s'approche de la certitude. Il est urgent de pouvoir nommer ces réalités. La plupart des gens qui se sont fait embarquer dans le déferlement totalitaire n'en ont pas conscience et sont toujours choqués lorsque nous utilisons des expressions de cette nature, comparables au statut des Juifs, crimes contre l'humanité. Imposer une expérimentation médicale à une population est un crime contre l'humanité depuis les procès de Nuremberg. Le fait de priver des gens de soins en générant une surmortalité importante, relève de l'homicide. Ce sont là des vérités évidemment inconfortables à entendre. La ségrégation, la discrimination que je viens de décrire en lisant le texte de cet avocat canadien sont des atteintes profondes aux droits humains. Et je comprends que toutes celles et ceux qui ont participé de bonne foi la plupart du temps et sans se rendre compte de ce à quoi elles participaient, trouvent choquant de l'entendre. Mais ce qui est choquant en réalité, c'est qu'elles y aient participé. C'est qu'elles soient devenues captives d'un agenda aussi destructeur, déshumanisé, pervers et bien sûr totalitaire. Les pays de l'Occident sont engagés dans une dérive totalitaire et ça n'est qu'en nommant haut et fort cette réalité que nous aurons une chance de la mettre en échec. À demain, merci.